En manchette aujourd'hui, manifestation contre le projet de train à grande vitesse à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 19 février 2026. Alain Bellemare au pupitre. Donc, on vous parle presque exclusivement dans ce bulletin de ce fameux projet Alto de train à grande vitesse. Mais juste avant d'entrer dans ce chaud dossier, la ville de Berthierville tient à souligner que l'avis d'ébullition de l'eau potable qui a été émise le 16 février dernier en raison d'un bris au niveau de la distribution d'eau est maintenant levé. Il n'est plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Plongeons maintenant dans le dossier Alto. Alto, le train à grande vitesse, tient aujourd'hui à Berthierville des consultations publiques en lien avec la construction de ce train à grande vitesse. Cette consultation a pour but, dans un premier temps, de présenter le projet à la population. Le tracé prévu de ce train entre Québec et Toronto prévoit passer sur la rive nord du Saint-Laurent, étant donné qu'il est planifié d'installer, dans le cadre de ce projet, une gare à Laval et une autre à Trois-Rivières. Mais jusqu'ici, ce projet suscite beaucoup d'interrogations et de certitudes pour les agriculteurs de la région. Dans cette optique, une conférence de presse a eu lieu dans le stationnement près du centre communautaire à Berthierville, en face du lieu choisi pour la consultation donc de Alto. Plusieurs personnes ont participé à l'événement, dont certains maires de la région, des élus fédéraux du Bloc québécois, Yves Perron, Gabriel Sainte-Marie, Luc Thériault. Écoutons dans un premier temps l'allocation de Régent Sylvestre, qui est président de l'UPA d'Autrey. On est ici aujourd'hui pour réaffirmer clairement notre position de la Fédération. Le projet de TGV d'Alto, tel que présenté, est une menace grave et inacceptable pour nos terres, nos entreprises puis l'intégrité de notre territoire. On veut nous imposer un projet à toute vitesse, comme si l'avenir de nos femmes, notre sécurité pouvait se jouer en 2 temps, 3 mouvements. L'an passé, on n'entendait pas parler de rien. On a commencé à avoir un écho de ça en novembre 2025. Puis là, c'est incontournable. Il faut que le projet se fasse selon leur dire. On veut nous imposer un projet à toute vitesse, comme l'avenir de nos femmes, notre sécurité pouvait se jouer en 2 temps. On ne marquera pas là-dedans les yeux fermés. Dans la revue du 6 février, Alto laisse entendre que les communications sont en cours avec l'UPA. Soyons clairs. Nous leur avons toujours exprimé notre opposition. C'est vrai qu'on s'est parlé, mais on ne les a jamais félicités. Au contraire, on les trouve, je ne dirai pas le mot. Ce que nous voyons aujourd'hui rappelle dangereusement ce que les familles de Mirabel ont vécu. C'est un peu l'histoire qui se répète. Des terres coupées, abandonnées, des producteurs dépossédés. Ce traumatisme collectif, nous l'avons encore en mémoire. Et nous avons la responsabilité de tout faire pour éviter qu'il se répète. Aussi, pendant que nos producteurs attendent parfois des mois pour des dossiers de la CPTAQ. Vous savez, la CPTAQ, ça vient souvent, premièrement, une recommandation du syndicat de base, après ça de la Fédération. On travaille beaucoup pour protéger notre territoire agricole. Puis Alto arrive avec un projet du fédéral qui passe par-dessus tout ça. Puis la CPTAQ n'a aucun pouvoir. Et comment imaginer que la CPTAQ pourrait accepter un projet qui déchirerait nos terres, alors qu'une alternative existe? Le train à grande vitesse, TGF, moins coûteux, moins risqué et beaucoup moins accaparant. Parce que le train qu'on nous parle, il ne peut pas revirer, il faut qu'il aille droit tout le temps. Ça fait que ça fait beaucoup de dommages. On est loin du projet de moindre impact, comme je vous dis. Rappelons-le,
Il y a seulement 2 du territoire qui est propice à l'agriculture. 2 exact, seulement. Puis si on regarde, on ne sait pas exactement où ça passe, mais ça passe à bien des places dans les meilleures terres du Québec, il faut le dire. Nous ne sommes pas contre le progrès, nous ne sommes pas contre le développement. Nous sommes contre les décisions prises trop vite au détriment de l'agriculture. L'agriculture n'est pas là en attendant de faire d'autres choses. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de ralentir le train, de reprendre le contrôle du processus et surtout de protéger notre territoire agricole au cœur de notre identité et de notre avenir. Sur ce, je vous dis merci. On poursuit toujours lors de cette rencontre de presse. On peut entendre maintenant Alexandre Champagne de la Relève agricole qui présente lui aussi un vibrant témoignage. Aujourd'hui, au nom de la Relève agricole, je prends la parole parce que trop souvent, on nous applaudit sans vraiment nous écouter. Et avec le projet de TGV d'Alto, c'est encore nous qu'on bouscule, qu'on mette devant le fait accompli, qu'on invite à sacrifier nos terres, nos projets et notre avenir. La relève agricole est déjà sous pression. On a l'accès aux terres quasi impossible. La pression foncière qui explose, la rentabilité fragile, l'adaptation au changement climatique, la charge mentale grandissante. Pourtant, ma génération prend le relais, nourrir le Québec, bâtir des entreprises solides et laisser quelque chose de durable. Mais comment transmettre une ferme quand de nouveaux projets mettent en péril ce que nous tenons à bâtir? Oui, moderniser les infrastructures, mais pas au prix de nos terres et de notre avenir. Nous demandons au gouvernement de revoir la pertinence du projet et de garantir une véritable consultation avec la population. Et comme l'a mentionné Marcel, Alto a choisi de contourner la CPTAC, l'organisme qui existe justement pour protéger notre territoire agricole, limité et non renouvelable. Nous déplorons profondément cette décision. Nous exigeons qu'Alto respecte les mêmes règles que tout le monde et nous dénonçons aussi le projet de loi fédérale C5 qui accélère des projets d'infrastructure en contournant des règles environnementales et démocratiques. Le développement du Québec ne peut pas se faire contre ceux qui nous nourrissent. Il doit se faire avec nous. Suite à ces interventions, CTRB, qui était sur place, a rencontré Alexandre Champagne, un jeune agriculteur. On écoute l'entrevue. Je suis en compagnie d'Alexandre Champagne, qui est de la Norège, justement, avec une ferme biologique. Tu as fait un témoignage important et émouvant, je te peux dire, parce que oui, on parle de transfert, justement, de ferme, de choses. Et toi, ça vient de chercher, là, ce projet-là. Si tu te fais une partie expropriée, c'est ta valeur, là, c'est tes choses aujourd'hui, là. Exactement. On a commencé il y a 10 ans. On n'en avait pas beaucoup de terre, on commençait, puis c'est de même qu'on démarre dans la vie. On a réussi à se bâtir quelque chose pendant plusieurs années. On a amélioré nos terres. Beaucoup investi, là. Les drainer, on a investi dans tout ce qu'on pouvait, au meilleur qu'on pouvait. Puis de se faire menacer du jour au lendemain qu'on pouvait perdre ces investissements-là, nous se faire dire « on va vous donner de l'argent, puis inquiétez-vous pas, ça va... » Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ta vie, là. Exactement. C'est ta vie, c'est ta passion, là. Exactement. On se lève le matin pour aller cultiver puis nourrir la population. C'est ça. Et l'impact qu'on ressent ici, c'est que, justement, cette incertitude-là vient apporter du stress, apporter des difficultés, là, parce que si tu veux réinvestir, puis tu as à aller voir, que ce soit les financières agricoles ou les banques, puis tout ça, bien là, avec une menace comme ça qui te plane sur la tête, bien, tu viens de perdre la valeur de l'équité, là. Exactement. Puis surtout que l'équité n'est pas facile à ramasser. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est une réalité, là. Exact. Donc, c'est sûr de se faire dire que sur qu'est-ce que tu as investi, que la valeur est coupée en deux, oui, ça va faire vraiment mal aux propriétaires de terre, surtout à la relève, qui doivent tout encore aux banques. Bien, c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Et je vais te dire, tu ne dois pas faire d'autre chose dans la vie.
Non, je ne sais pas autre faire. Je sais Non, tout mais faire, mais là, ce non, que mais je veux faire, c'est ça, mais tu veux être continuer à- agricole, tu veux continuer d'avoir cette passion-là. Cette Exact. passion-là devient de ta famille, ou c'est un rêve que tu Oui, as eu jeune? on a une grande famille de producteurs et c'est sûr que quand on Continuer est la jeune, on la voulait... tradition. Exactement. OK. Bon, ben, en tout cas, félicitations. Je pense que c'est important de prendre la parole puis de nous prendre conscience de toutes ces réalités-là. Parfait, Je merci te beaucoup. remercie. On vous a mentionné que des politiciens étaient sur place. CTRB a rencontré Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé. Je suis en compagnie de Yves Perron, qui est député ici de Berthier-Masquinongé. Je sais que tu n'es plus porteur en agriculture, mais tu as vécu beaucoup pendant au moins 8 ans la réalité des agriculteurs. Et ça, c'est comme un coup dur, là, présentement, pour les agriculteurs. Absolument. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas porte-parole qu'on ne l'a pas dans le cœur, l'agriculture. Hein? Je l'ai dit au milieu, j'allais être là encore. On est encore. Puis aujourd'hui, on est 3 collègues. Ouais. J'ai Luc Thériault de Montcalm, j'ai Gabriel Sainte-Marie Ouais. de Joliette qui est avec moi aussi parce que c'est un regroupement de la Nodière. Dans le fond, nous, les questions qu'on pose, c'est si la grande question, là, si ce projet-là est si bon que ça, pourquoi on a besoin de changer les lois pour le passer? Parce que OK. ce qu'on dénonce beaucoup, c'est C15 au Parlement fédéral, où là, on retire l'application de l'Office du transport du Canada sur le TGV. On retire la possibilité de contester puis de se faire entendre devant un commissaire. On ouvre la porte à des possibilités d'expropriation par courriel. Là, on se fait dire « Ah, c'est pas vrai ce que vous dites », mais c'est écrit dans le texte. Alors, c'est les questions qu'on soulève. Puis, je pense que ça a été bien résumé par les gens de l'Union des producteurs agricoles. Les terres agricoles sont limitées. Il faut prendre précieusement soin de ça. Puis, c'est pas vrai qu'une fois que c'est construit par-dessus, on va pouvoir encore l'utiliser pour nourrir notre population. Donc, est-ce qu'on peut minimiser ces impacts-là? Et pourquoi aller si vite? Ben, Quand c'est ça, on va c'était ma vite, question. là, C'était il va ma y avoir question. des erreurs. C'est ça. C'était ma question. Est-ce que c'est l'urgence? On vient de le vivre, malheureusement, au Québec avec sa clique, que c'était Ouais. envoie, il faut le faire. Puis à un moment donné, on est devant le fait accompli, puis il faut finir. Là. Tu sais, à un moment donné, quand ça commence, il va toujours avoir, bien là, on a commencé, on continue. Là. Un TGV, il faut que ça aille vite. Mais le projet de construction n'est pas obligé d'aller vite, lui. OK. Nous, notre priorité, c'est que les droits de nos citoyens et nos producteurs agricoles ils soient respectés. OK. Puis qu'on fasse attention à notre garde-manger collectif. OK. Est-ce que tu as l'impression qu'à Ottawa, il y a des écoutes sur ça ou tout le monde est omnubilé pour te dire qu'il faut que ça fasse des infrastructures? Parce que c'est une grosse infrastructure. Là. Il Les prévoit gens beaucoup. sont omnubilés. Puis sur le principe, tu sais, tu demandes ça à n'importe qui au départ, tout le monde trouve ça intéressant. le C'est des TGV. emplois, là, Nous-mêmes, ils disent- on a dit, Ouais. c'est un principe. Mais au-delà de puis le développement que ça va susciter, mais au-delà de ça, pourquoi retirer des droits aux individus? Puis quand on a utilisé Mirabel pour obtenir des excuses officielles, puis pour obtenir surtout, dans la même motion, un engagement qu'il n'y ait plus de crimes épouvantables comme ça qui soient commis par le gouvernement fédéral, ce qu'on a gagné, là, parce que ça a été voté unanimement. Mais c'est pas fait encore. Les excuses ne sont pas faites non, encore. mais la motion est votée. On a Ouais. une garantie quand même morale. Puis en bout de piste de ça, on nous dit, inquiétez-vous pas, les lois ont changé depuis ce temps-là, mais on est en train de les changer à côté. Tu sais. Ça fonctionne pas, là. Fait qu'à un moment donné, on veut pas se faire bourrer. C'est ça. On veut pas se faire bourrer, puis on s'oppose à ces changements-là. On travaille dans le comité présentement pour amender le projet de loi de C15. OK. Les conservateurs et les libéraux sont d'accord. Donc, ça va être difficile à bloquer, mais on fait tout ce qu'on peut pour enlever ces retraits de droits citoyens de cette loi-là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Bon, ben, je te remercie, Yves. Merci C'est un beaucoup. dossier à suivre. Merci. Avec attention, Merci. attention. Bye-bye. Merci, bye-bye. Après la pause, on donne la parole à un représentant de Alto. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 19 février, soulignons l'anniversaire de Muriel Désy. C'est les filles d'Isabelle de Berthier qui tiennent à lui souhaiter bonne fête. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 19 février. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Tel que mentionné à la fin du premier bloc d'information, CTRB a rencontré Philippe Archambault. Philippe Archambault est vice-président communication pour Alto. Ce dernier a répondu à nos questions et a parlé du projet de train à grande vitesse. On l'écoute. C'est le train à grande vitesse qu'il y a un projet entre Québec et Toronto. C'est bien ça? C'est un projet fédéral de construire un train à grande vitesse entre la ville de Québec jusqu'à Toronto. Donc, c'est un tracé d'à peu près 1000 km. C'est un projet ambitieux, un projet pour lequel on est en phase de développement en ce moment. Donc, pour les 4 prochaines années, de cette année jusqu'à 2029, 2030. D'où l'importance de la consultation aujourd'hui qu'on a voulu faire en début de processus. Donc, on n'a pas encore toutes les réponses. On a une zone d'étude d'une dizaine de kilomètres. On voulait aller à la rencontre des gens partout sur le territoire pour entendre les commentaires, les suggestions, les critiques, les commentaires également, prendre tout ça en compte avant que toutes les décisions soient prises. Donc, on veut vraiment prendre le temps de bien faire les choses en début du processus avant d'arriver un peu plus tard cette année avec là un tracé beaucoup plus précis. Puis à terme, c'est une emprise de 60 mètres de large qu'on va avoir besoin pour construire le train. Je vais vous revenir avec la prémisse. La prémisse, c'est qu'on est mal desservi en termes de transport en commun. C'est quoi la prémisse qui apporte le fait de dire qu'on a besoin d'un TGV? Oui. En fait, on voit la croissance du Canada, surtout dans le corridor entre Québec et Toronto. 40 de la population, même 44 de la population habite dans ce corridor-là au Canada. C'est le plus densément peuplé. Et on voit une saturation des infrastructures de transport en ce moment. Donc, les autoroutes, les avions. Au niveau du train également, pour passagers, il y a une limitation en ce moment parce que les rails sont la propriété et les trains de marchandises ont la propriété pour le passage. La priorité. La priorité en ce moment, effectivement. Merci. Donc, il y a un besoin d'investir dans des infrastructures de transport dans les prochaines années. Donc, la question à savoir, c'est pas est-ce que le gouvernement et la population vont devoir investir dans des infrastructures, mais dans lesquelles? Est-ce qu'on va investir dans des autoroutes additionnelles, dans des aéroports additionnels ou dans un train pour les passagers qui est sur des rails dédiés, donc plus fréquents, plus rapide et également plus propre avec une énergie propre. OK, on parlait plus efficace aussi. On pourrait ajouter le mot efficacité. Là. Efficace. Donc, c'est un train qui va être rapide, fiable et fréquent, effectivement, avec des voies dédiées, donc beaucoup moins de délais qui sont occasionnés par les trains de marchandises qui partagent en ce moment les mêmes rails. Également des départs plus fréquents pour les gens qui vont pouvoir, à ce moment-là, de se déplacer d'une ville à l'autre pour des rencontres d'affaires, pour aller rencontrer la famille, pour différentes raisons. Ça va augmenter la productivité au Canada. Ça va également augmenter les opportunités pour le tourisme. Mais là, présentement, on est à l'étape de projet. Là, il n'y a rien vraiment. On voit des images, mais ça ne veut pas dire que le train va ressembler à ça. Il n'y a rien qui a été présentement. C'est exactement à l'étape de dire est-ce que le projet, qu'est-ce qu'on présente à la population, puis qu'est-ce qu'elle veut. Dans le fond, je ne dirais pas qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qui va le satisfaire, autant vous que la population, que les parties intervenantes. Là. Absolument. On a certains critères de base. On sait déjà qu'il va y avoir 7 arrêts pour le projet. Donc, Toronto, Ottawa, Peterborough en Ontario. Et au Québec, c'est Montréal, Laval, Trois-Rivières et Québec. Ensuite, on a une zone d'étude d'une dizaine de kilomètres de large. Et dans cette zone d'étude-là, d'où l'importance des consultations, on veut trouver le meilleur trajet. Donc, pour ça, il faut parler aux gens qui sont sur le terrain, qui connaissent le milieu. On est en communication avec les élus au niveau provincial, au niveau municipal également, avec les organisations, dont l'UPA, pour avoir les discussions, avoir la collaboration pour trouver le meilleur tracé possible et limiter les impacts surtout. Limiter les impacts, ça veut dire autant que possible, on va vouloir suivre les infrastructures existantes, comme les autoroutes, les voies ferrées, les lignes d'Hydro-Québec, c'est possible également. Évidemment, la conception pour un train à grande vitesse demande des lignes droites ou des courbes qui sont beaucoup moins prononcées que des autoroutes, par exemple. Donc, c'est certain que si on veut suivre une autoroute, on ne pourra pas le faire parfaitement en tout temps. Ensuite, on va vouloir suivre les lots autant que possible, pour limiter encore une fois les impacts, limiter de couper des terres à différents endroits. Donc, un peu plus tard cette année, on va avoir à ce moment-là une zone d'étude beaucoup plus précise, un corridor beaucoup plus précis, et on va revenir en consultation à l'automne pour avoir plus de précision et recommencer cet exercice
renforcer cela avec la population et avec les élus, qui est absolument essentiel. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est présenté? C'est une première ébauche de comment vous voyez le train, comment il va évoluer, comment il va s'implanter. Vous écoutez les gens et vous allez travailler sur vos planches à dessin et vous prévoyez revenir, c'est ça? Il reste beaucoup de travail en 2026. Pour nous, 2026, c'est une année de consultation et d'analyse pour revenir plus tard avec un tracé plus précis et une nouvelle consultation. Les gens peuvent venir nous rencontrer à différents événements. L'information est disponible également en ligne. On a une carte interactive en ligne avec la zone qui est à l'étude. Les gens peuvent aller prendre le temps de la consulter, mettre leurs commentaires, suggestions, endroits qu'ils considèrent qu'on devrait privilégier, endroits auxquels on doit faire attention. Et ici, on a des experts, une trentaine d'experts qui sont dans la salle aujourd'hui pour répondre aux questions. On est ici pendant 8 heures, donc les gens peuvent rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent pour interagir avec nos experts. C'est ça, parce que là, on spécifie que vous êtes là de 11 h à 3 h et ce soir, vous êtes encore là de 5 h à 9 h. Donc, on peut dire qu'on invite les gens à venir rencontrer les gens ce soir aussi jusqu'à 9 h. Absolument. Puis on a des sessions de consultation également virtuelles. Donc, si les gens ne peuvent pas se déplacer aujourd'hui, il y a d'autres sessions qui sont prévues en ligne. Et on a aussi la carte interactive pour que les gens puissent la consulter en tout temps et nous faire parvenir leurs commentaires jusqu'à la fin mars. Okay. Donc, on parle premièrement d'étapes de consultation. Vous retournez sur votre planche à dessin. Une deuxième consultation. C'est quoi les étapes à venir? À quoi qu'on s'attend? Donc, prochaine consultation fin de cette année avec un tracé beaucoup plus précis. Cette année, en 2026, on va également poursuivre des études sur le terrain. Donc, on va aller à différents endroits. C'est un processus qui avait débuté depuis quelques années, parce que ça fait quand même quelques années qu'on parle de ce projet-là. Donc, quelques études sur le terrain pour faire vraiment le début de l'analyse des impacts environnementaux. Okay. 2027-2028, on va être dans la planification plus avancée, dans les autorisations, le processus réglementaire, l'Agence d'études environnementales également. 2029-2030, on devrait être dans la préconstruction. Donc, le premier segment, si tout va bien, la construction va débuter en 2029-2030. Et on parle d'une construction, j'ai compris, entre Montréal et Ottawa. C'est ça que j'ai cru comprendre dans les études que j'ai faites? Là? Absolument. 2029, c'est le début du premier segment, Montréal à Ottawa avec un arrêt à Laval. On a choisi ce segment-là parce que c'est le plus court sur l'ensemble du réseau, le moins compliqué, je dirais pas le plus simple, mais le moins compliqué. Et c'est aussi un tracé, un tronçon qui va permettre de mobiliser les équipes tant au Québec qu'en Ontario en même temps. Donc, ce premier tronçon-là va nous permettre d'apprendre, d'améliorer les processus et d'ensuite de déployer les équipes vers l'est et vers l'ouest pour poursuivre le tracé à ce moment-là vers Québec et vers Toronto. Je vous pose une question plate. On regarde des déboires, entre guillemets, du REM. Je vais dire, il faut quand même le dire comme ça parce qu'il y a beaucoup de défis à cause de la température, à cause des impacts climatiques qu'on a ici. Est-ce que votre volonté est vraiment d'offrir un bon produit dans le sens de favoriser justement des produits canadiens, québécois, de favoriser l'achat local pour ce projet-là? Oui, absolument. Bien, premièrement, au niveau de la fiabilité du processus, un train à grande vitesse, ça existe ailleurs dans le monde, dans des conditions similaires aux nôtres. Okay. Au Canada, on a aussi des moins 30, plus 30, une grande variation de la température l'été et l'hiver. C'est la même chose dans d'autres pays qui l'ont connu, comme dans les pays nordiques en Europe, également au Japon, en Chine. Donc, il y a d'autres pays qui ont développé des trains à grande vitesse dans des conditions similaires. Donc, on va s'inspirer des meilleures pratiques. On va vouloir être innovant dans notre processus, dans notre manière de faire les choses. Mais au niveau de la technologie, on va se fier à ce qui existe déjà ailleurs dans le monde. Okay. On travaille aussi avec un partenaire privé qui est Cadence. Cadence, c'est un regroupement de 6 entreprises de haut calibre international, dont au Québec, Atkins, La Caisse et SNCF Voyageurs en France. SNCF Voyageurs, c'est eux qui ont créé et qui opèrent encore aujourd'hui le train à grande vitesse en France. Donc, ils ont une expertise très importante et on va beaucoup s'inspirer de ça pour s'assurer qu'ici, on a un service qui est fiable, qui fonctionne bien, qui est accessible. Également, on va vouloir que les tarifs soient abordables pour la plus grande majorité de la population. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on a assez d'expertise ici au Canada pour pouvoir le produire sans avoir nécessairement à aller chercher de l'étranger? On est rendu peut-être au Bail Canada. Là, oui. On a quand même ce défi-là, je pense. Là. Bien, au niveau de la construction, on parle de 50 000 emplois qui vont être créés pendant la phase de construction. Donc ça, c'est des emplois ici au Québec et en Ontario. On va avoir besoin d'expertise professionnelle, mais d'expertise également au niveau de la construction. Au niveau des matériaux, beaucoup de béton, d'acier, d'aluminium, donc beaucoup de matériaux qui vont être sourcés ici au Québec et en Ontario. Il va y avoir des retombées économiques, ça c'est certain, pour l'industrie ici au Québec.
À l'hôpital de Lanaudière, le 10 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Claude Rousseau, conjoint de Guylaine Murphy, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pierre Rousseau et Claude Rousseau Jr., Sylvie Préville, ses petits-enfants, Billy, Michael, Amaël, ses frères et sœurs, Nicole Rousseau, feu Jean-Claude Pouliot, feu Normand Rousseau, feu Serge Rousseau, Daniel Rousseau, Madeleine Fafard, Hélène Rousseau, Raymond Provost, François Rousseau, Sylvie Miron, Sylvie Rousseau, Jimmy Carter, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc Maigrat, Roger Murphy, feu Donald Murphy, Dany Laforêt, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Jerry Murphy, Dorothée Murphy, feu André Lecomte, feu Jimmy Murphy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 février, 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles auront lieu le même jour à 14h. La famille Bonin, Patrick, Pierre, Julie, Daniel et Anne. Ses frères Jean-Marc Bonin, feu Juliette Pagé, et Georges Bonin, feu Sylvie Étier. Ses petits-enfants Guillaume, Sarah Maud et Zia. Vont le regret de vous annoncer le départ de M. Vincent Bonin. Il nous a quittés le 18 janvier dernier au CHSLD des Moulins. Paisiblement, il est parti rejoindre sa tendre épouse, feu Cécile Chrétien, ses parents, feu Mathias Bonin et feu Florida Coulombe, son frère, feu Léo Bonin, ses sœurs, feu Lucie Bonin et feu Mariette Bonin. Il laisse aussi dans le deuil son meilleur ami, Paul Reynolds, Linda, ainsi que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs et amis. La famille vous invite, parents et amis, à venir lui dire le dernier au revoir au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, le samedi 21 février. À partir de 13h, suivra une célébration de la vie à la chapelle du complexe à 16h. À l'hôpital de Verdun, le 2 février, à 88 ans, est décédée Mme Huguette Moreau, épouse de Jacques Laforêt, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils Jean Laforêt et Pierre Laforêt, son petit-fils Hugo Laforêt, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Michel Moreau, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, Gaétane Latour, feu Gérard Moreau, Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Denise Laforêt, feu Gilles Millet. Raymond Perron, feu Claire Laforêt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 février, midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie de la parole suivra à 14h30. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -9, un temps ressenti de -12. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -12, un temps ressenti de -19. Vendredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -11, un temps ressenti de -19. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -3, un temps ressenti de -10. Vendredi soir, ce sera quelques flocons, une température de -7, un temps ressenti de -16, environ 1 cm de neige. Vendredi nuit, ce sera des averses de neige isolées, une température de -12, un temps ressenti de -22. Moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo.